essayer d'éviter un petit peu les redites et aborder le sujet des indications, de savoir s'il faut fermer les fistules coronaires. Toute la réponse je pense que vous l'avez bien compris, est non, et qu'il faut le décider en fonction de deux éléments. Le premier, c'est bien évidemment le rapport bénéfice-risque, et c'est ça le plus important, je pense, dans ce domaine. Et le deuxième, c'est les faisabilités techniques. Très schématiquement, je vais distinguer, parce que ça me semble la clarté, trois types de fistules. Les fistules coronaro-camérales dont on a beaucoup parlé, et j'aborderai ce sujet-là plutôt à la fin, parce que c'est vraiment là où il y a des problèmes de discussion, d'indication et de traitement après. Les fistules coronaro-pulmonaires dont on vient de voir un exemple, qui sont des communications entre le réseau coronaire et l'artère pulmonaire de façon relativement directe, très souvent par des multiples petits vaisseaux qui sont développés à proximité de l'artère pulmonaire. Et les fistules coronaro-bronchiques, qui sont très certainement une autre entité que nous, on rencontre dans notre pratique un peu plus radiologique, qui, elles, sont des communications entre le réseau coronaire et l'arbre bronchique, pas directement avec l'artère pulmonaire. Elles peuvent réopacifier distalement des vaisseaux pulmonaires, mais c'est par collatéralité avec le réseau bronchique. Et le traitement est complètement différent en fonction de ces situations. Les fistules coronaro-bronchiques, c'est simple. C'est des fistules qui sont en général acquises parce qu'on a une pathologie pulmonaire associée ou une pathologie vasculaire pulmonaire. Ça peut se rencontrer dans les dilatations des bronches, les cœurs pulmonaires chroniques thromboemboliques, les tuberculoses, nous on en a vu dans les Takayasu, et des causes plus rares. Le problème des fistules coronaro-bronchiques, les coronarographistes ils peuvent en voir quand ils font des coraux à leurs patients. Si elles sont asymptomatiques, n'entraînent aucun symptôme, il ne faut absolument pas y toucher, ça n'a aucun intérêt. Le problème des fistules coronaro-bronchiques, c'est que ça peut être responsable d'hémoptysie et plus rarement de vol coronaire. Une des premières publications, je crois même que c'était le premier cas d'embolisation par Reddy dans les années 80, c'était a priori une fistule coronaro-bronchique avec un vol coronaire. Notre problème à nous, c'est surtout les hémoptysies. C'est des patients qui en général ont une pathologie, font des hémoptysies, sont traités de façon classique en embolisation des pellicules habituelles, mais continuent à saigner. Et à un moment, on se dit, mais ça vient d'où? Et finalement, ça vient d'une fistule coronaro-bronchique. Ça, c'est un cas de figure qui n'est pas très fréquent, mais qu'on rencontre nous de temps en temps. Dans ces cas-là, il y a indication à les emboliser. Et c'est une embolisation bronchique, c'est-à-dire qu'il faut la faire cette fois-ci avec des microparticules qu'il ne faut normalement pas utiliser dans le réseau coronaire, mais là, on va les envoyer après cathétérisme hypersélectif dans l'arbre bronchique et complété par une embolisation proximale. Alors vous allez me dire, pardon, j'en suis où là? Oui, juste un petit exemple. Bon, j'en ai choisi un comme ça parce que c'est un petit peu d'actualité. C'est une malade qui avait un cœur pulmonaire chronique thromboembolique qui faisait plutôt unilatéral, prédominant au niveau du poumon gauche, faisait des hémoptysies, une première épisode en 2011, qui avait été embolisée à cette époque, qui fait une récidive en 2014 sévère, parce que je crois qu'elle avait été intubée, qui est embolisée de thrombe bronchique, qui récidive son hémoptysie. On embolise à ce moment-là, c'était pas ici, les pellicules qui viennent des autres vaisseaux, en particulier les vaisseaux kinase de la sous-clavière. Malgré ça, elle récidive son hémoptysie, et c'est à ce moment-là qu'on fait le diagnostic de fistule coronaro-bronchique, que vous voyez ici, naissant de la coronaire droite, proximale et distale, qui va réalimenter ce réseau, qui, vous voyez, c'est pas de l'artère pulmonaire, c'est un réseau, c'est au niveau, ça fait le tour des bronches, et c'est ça qui, en général, reprend d'ailleurs parfois les artères pulmonaires occluses dans les CTF. Pardon. Et comme elle saignait, on l'a embolisée et elle n'a plus saigné. Elle a après été opérée, elle a eu une thromboendartérectomie chirurgicale et je crois qu'elle va bien. Alors, pourquoi j'ai voulu vous en parler? Parce que c'est... Oui, je voulais mettre quelque chose, mais je ne l'ai pas mis, j'ai bien fait, puis plus de temps. C'est une situation qui se rencontre rarement, mais qui embête beaucoup les radiologues qui font de l'embolisation, parce qu'ils sont habitués à emboliser des artères qui naissent de l'aorte, mais ils ne sont pas du tout habitués à les naviguer dans les coronaires, et ils peuvent très bien venir vous demander votre aide dans un cas comme ça. S'ils tombent sur une fistule coronaro-bronchique, ils aimeraient bien avoir un cardiologue qui leur dit « Attention, quand tu mets ton guide ou ton micro-cathéter, regarde où tu vas ». Donc, ils peuvent vous demander votre aide pour ça. Pour les fistules coronaro-bronchiques, c'est grossièrement tout ce que j'ai à en dire. Deuxième type, oui, ça je viens de le dire, on ne va pas se répéter.
Deuxième type de fistule, d'un point de vue anatomique, pardon, ça passe plus. Il y a un bug. Deuxième type de fistule, c'est les fistules dites coronaro-pulmonaires. Cette fois-ci, c'est l'exemple que vous venez de voir. C'est des fistules qui entraînent une communication entre l'arc coronaire et en général la partie proximale de l'artère pulmonaire, très souvent au niveau du tronc de l'artère pulmonaire. Oui. C'est des anomalies qu'on rencontre surtout chez l'adulte. Dans notre série, pratiquement, j'en ai pas vu chez l'enfant. Je ne sais pas si tu as une notion, mais moi, j'en ai pas vu. Il y a une grosse question un gros débat, et de plus en plus, on se dit que c'est probablement des anomalies acquises. On en a déjà parlé sur des arguments, en particulier que je vais vous montrer avant, c'est qu'il existe souvent d'autres branches qui sont extracardiaques qui participent parfois à ces communications avec l'artère pulmonaire. Elles sont assez souvent bilatérales, avec plusieurs pédicules nourriciers, et c'est tout un réseau. Qu'est-ce que j'ai marqué ? Et c'est tout un réseau de feutrage au niveau du médiastin qui va aller se jeter dans l'artère pulmonaire, comme vous avez pu le voir. Elles peuvent être responsables de vol coronaire, et c'est toujours extrêmement difficile d'être affirmatif chez un patient qui vient vous voir. Il a une gêne à l'effort, vous faites une scintille qui est un peu foireuse, une coro, on tombe sur ces fistules sans lésion coronaire. On a envie de faire le lien entre les deux anomalies. C'est jamais aussi évident que ça. Et puis le deuxième risque de ces fistules, c'est le développement anévrismal. Et là, par contre, quand il y a vraiment des gros anévrismes, on peut considérer qu'il y a un risque de rupture. C'est les deux cas dans lesquels peuvent se justifier un traitement. Ce qui est sûr, c'est que je pense que tous les coronarographistes ont vu des petites fistulettes avec la P. Celles-là, il ne faut certainement pas y toucher, ça n'apporte rien au patient. Donc il faut bien calculer le rapport bénéfice-risque parce qu'elles ne sont pas toujours faciles à emboliser. Idéalement, il est certain qu'il faut essayer de les avoir par voie pulmonaire, ce qu'on ne faisait pas au début parce qu'on ne savait pas très bien faire. Mais si on arrive à attraper l'abouchement pulmonaire comme vous l'avez vu et à rentrer un peu dedans, si on les bouche à ce niveau-là, c'est très rapidement efficace. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est très rapidement efficace. Si on n'y arrive pas, on peut les emboliser par voie endocoronaire, et il faut des techniques de microcathétérisme pour aller loin dans les pédicules nourriciers. On les bouche en général avec des coils, avec peut-être maintenant les microplugs qu'on a à disposition. Moi j'en ai en haut, on ne les a pas encore utilisés dans cette indication, mais ce sera peut-être utile. Le risque par voie endocoronaire existe d'accident coronaire, donc ça, il faut bien en être conscient. Et la deuxième chose, c'est qu'on s'aperçoit quand on les embolise par voie coronaire, que souvent il y a de multiples pédicules, dont certains qu'on n'avait pas suspectés, et vous en bouchez un et vous dites « Ah, tiens, ça passe toujours, parce qu'il y en a une autre à côté, et celle-là, on ne peut pas aller dedans. » Donc, c'est pas facile. La grande majorité, on les a embolisés quand on les faisait par voie endocoronaire avec des microcoils à largage contrôlé, dont on a déjà parlé. Moi, j'aime de plus en plus les concertos de je ne sais plus quel laboratoire, parce qu'il ne faut pas le dire, qui, je trouve, s'impactent très bien, font des gros bouchons, plus que les autres d'un autre laboratoire. Suite. C'est passé ? Ouais, ça c'est très... Alors, très rapidement, ça c'est pour vous montrer un petit peu la grande variabilité anatomique de ces fistules et la participation d'autres vaisseaux à un peu cette malformation. Finalement, ça devient plus une malformation artério-veineuse qu'une fistule artério-veineuse. la nuance étant... bon, peu importe. On voit ici, là, chez le premier patient, une fistule bilatérale avec au moins un pédicule, pardon, je me suis trompé, je reviens en arrière. Excusez-moi, je me suis trompé de bouton. Ça marche ou pas? Voilà. Ça ne veut plus marcher maintenant? Ok, avec donc au moins un pédicule qui naît de la coronaire gauche, mais probablement plusieurs. Un qui naît de la coronaire droite, qu'on voit très bien. On va cliquer dessus. Et puis, de façon indiscutable, il y a un pédicule qui naît de l'aorte thoracique descendante, qui est très certainement une artère bronchique, qui va aussi aller se jeter au niveau du tronc de l'artère pulmonaire. Deuxième exemple, un peu du même type, c'est une femme de 38 ans, là encore pédicule naissant de la coronaire gauche, pédicule naissant de la coronaire droite,
et un autre qui va naître cette fois-ci de la mammaire interne gauche. Bon. Cette patiente a été embolisée par voie, je crois, au niveau de l'abouchement pulmonaire, ce qui a permis de boucher les trois pédicules d'un coup. Je crois que c'est Jérôme qui l'a fait avec Jean-Louis. Suivante. Donc ça, c'est pour vous montrer qu'il y a une grande complexité anatomique et c'est assez en faveur de l'origine acquise parce qu'on ne voit pas très bien pourquoi il y aurait une anomalie congénitale qui intéresserait à la fois une branche de la mammaire et les coronaires. Ça, c'est un exemple d'une indication qui, pour nous, est assez licite, c'est l'anévrisme. L'anévrisme sur le trajet aux dépens des branches qui partent de l'IVA, dont on peut quand même penser qu'il peut avoir une propension à la rupture, qui a été embolisé cette fois-ci par double abord. Alors, c'est une observation assez ancienne. À l'époque, je crois qu'il n'y avait même pas les plugs 4 en tout cas. Et elle avait été abordée à la fois par voie endocoronaire et en rétrograde, il y avait eu des coils mis dans les deux sens, avec un bon résultat qui avait été contrôlé au scan. Suivante. Un deuxième exemple, c'est la même indication un petit peu que celle que vous avez vue avant. C'est un homme de 61 ans qui vient vous voir parce qu'il est essoufflé à l'effort. Je ne sais plus quelle était son imagerie non invasive. Quoi qu'il en soit, il a une coronarographie qui retrouve une grosse fistule. Je ne vous ai pas mis les premières images, c'était beaucoup plus impressionnant. Qu'on avait essayé d'emboliser. On n'abordait pas beaucoup ces fistules-là à l'époque par voie rétrograde pulmonaire, en bouchant plusieurs pédicules, puis il restait quand même un trajet fistuleux avec un abouchement qu'on voit très bien au scan. Ça, c'est pour vous montrer en fait l'intérêt du scanner qui nous permet quand même de localiser et de voir l'aspect morphologique de l'abouchement quand il est bien fait et qui a été complètement bouché après abord de l'orifice et mise en place d'un plug, de l'orifice de drainage. Donc les deux indications pour nous de traitement des fistules coronaro-pulmonaires, c'est un anévrisme, deux patients symptomatiques avec si possible documentation d'une ischémie. Dans les autres cas, a priori, il n'y a pas de raison d'y toucher. Il n'y a jamais de shunt important dans les fistules coronaires AP. Les fistules coronaro-camérales. Là, le problème est un petit peu plus complexe. Bon, vous avez vu ce que c'était, je ne vais pas refaire le descriptif. L'abouchement, il est quand même assez souvent unique dans les fistules coronaro-camérales. Par contre, il peut y avoir plusieurs pédicules nourriciers. On a des patients ici qui sont beaucoup plus jeunes, voire des enfants, vous en avez vu. Il ne faut pas oublier la possibilité de fermeture spontanée, ça a été déjà dit. En tout cas, chez les jeunes enfants, il faut attendre avant d'y toucher, c'est clair. Le problème, bien évidemment, c'est le retentissement à long terme de ces anomalies en termes de dilatation anévrismale et d'évolution vers l'insuffisance cardiaque, même si on sait que c'est bien toléré pendant très longtemps. Je pense que c'est un des gros problèmes, c'est quand on a une grosse fistule coronaro-camérale, grosse, digne de ce nom en tout cas, quand est-ce qu'il faut la traiter? Parce qu'on dit que ce n'est pas urgent, donc on se dit on peut attendre, mais est-ce que si on n'attend pas trop, l'artère va se dilater, on aura plus de risques à la traiter, ce sera plus difficile, et il y a le risque thrombotique derrière dont on va parler. Ce qui est clair, c'est que s'il y a des signes de mauvaise tolérance, il faut les traiter, ça c'est évident. Après, et Jérôme l'a dit, on est tous pareils, quand on voit une grosse fistule, on a tendance à dire il faut la fermer. Je ne parle pas de... notre expérience, je crois que là, on en a largement parlé, je ne vais pas tout reprendre. On en a fermé un peu plus d'une... On est peut-être à une trentaine maintenant. Ce qu'il faut savoir, et ça on l'a dit aussi, c'est que de temps en temps, on pose des indications chirurgicales d'emblée en disant celle-là, on ne va pas la tenter, elle est trop grosse, c'est trop risqué, le chirurgien fera aussi bien que nous. Ce n'est pas toujours facile de savoir lesquelles, parce qu'en particulier, c'est en général les très grosses, et puis il y a le problème du sinus coronaire, qui est probablement beaucoup plus thrombogène que dans les autres localisations. Encore que, je ne sais pas. Quelques exemples. Par exemple, cette patiente-là, d'emblée, le traitement choisi a été un traitement chirurgical parce qu'en endovasculaire, ça paraissait vraiment une grosse galère. Et ce patient a été opéré, ça s'est très très bien passé. Le choix, il va être fonction bien évidemment des données de l'imagerie, on l'a dit. Pour nous, le scanner, c'est un élément très important parce qu'on voit quand même beaucoup de choses. Je ne sais pas comment à Clermont on n'arrive pas à avoir des coroscans corrects, il faut qu'ils viennent nous voir. La coro également est importante. Et dans les critères de décision, il y a probablement le diamètre de la coronaire, le rapport diamètre
de la zone anévrismale par rapport au diamètre en zone normale, même si ça n'a pas été franchement étudié, mais c'est vraiment des choses qu'il faudrait regarder. Si on le traite, bon, alors ça, je ne vais pas insister, on l'a largement dit. Il faut privilégier la bord rétrograde parce qu'on ne prend pas le risque de la manipulation endocoronaire, ça c'est évident. Bon, les différents aspects techniques, on en a déjà parlé, je ne recommence pas. Et les matériaux aussi. Ça marche quand c'est là bon, alors celle-là, vous l'avez déjà vue. C'est la même. L'embolisation au ballonnet que nous, on aimait bien parce que c'est une technique quand même très élégante. Même si le ballonnet se dégonfle en général, la fistule est occluse. Il y a un petit risque de migration, mais ce n'est pas très grave. Per procédure, j'entends. En post-procédure, je ne crois pas qu'on en ait eu. Mais malheureusement, elle n'est pas très facilement disponible. Mais par contre, quand on a une fistule avec une double alimentation comme ça, c'est quand même très, très agréable techniquement de faire ce genre de geste, le ballon avançant au flux doucement jusqu'à l'abouchement, d'autant qu'il y avait un petit étranglement au niveau de l'abouchement pour cette patiente. Bon, ça, ah oui, non, la seule chose que je voulais illustrer par ces deux diapositives, c'est la différence entre les fistules proximales dites de type A, où on a une naissance qui se fait très proximalement de la fistule, et que la dilatation de la coronaire native, pardon, je me trompe de bouton, la dilatation de la coronaire native, elle n'intéresse finalement que les premiers centimètres. C'est un petit peu le cas qui a été montré par Claire Dauphin, je crois, à opposer au type B, qui était celle que vous avez vue avant, qu'on pourrait avoir sur une coronaire droite. Non, ça ne veut pas revenir en arrière. Ah oui, mais quand je reviens en arrière, c'est pas bon. C'est pas grave, oui, parce qu'il faut réactiver type B, dite distale, où la communication, le site de drainage est distal par une branche distale de la coronaire, ce qui fait qu'en général, toute la coronaire est dilatée dans ces cas-là. Ce qui est important pour après réapprécier le problème du risque thrombotique. Bon, je passe sur cette fistule fermée avec un plug 4, ça ressemble avec ce que vous avez vu, ou je ne sais pas si c'est un plug 4, d'ailleurs, c'est même pas sûr. Alors, quels sont les risques qu'on peut prendre quand on fait ça? Il y a les risques liés au geste coronaire, la dissection iatrogène. Il y a eu, je crois, un cas décrit il y a une vingtaine d'années de dissection du tronc commun sur une tentative de fermeture de fistule. Les migrations de matériel, on en a parlé. En général, bon, c'est embêtant, mais en général, on les récupère très rapidement, on s'en rend compte tout de suite. Ça fait quand même partie des risques. Dans la carotide, je ne vois pas comment, mais... infarctus, alors l'infarctus, ça c'est un des risques. Et ce que disait Jérôme, c'est qu'il faut bien boucher la fistule après la naissance de la dernière branche qui va vasculariser du muscle cardiaque. Ce qui n'est pas toujours facile à mettre en évidence parce que, vu le débit dans ces fistules, parfois on la voit très mal. Et il faut notamment s'aider du scanner qui peut permettre de la localiser. Nous, dans notre expérience, on a quand même une fibrillation ventriculaire chez une jeune fille qui, je crois, avait 18 ans, qui était indiscutablement en rapport avec le fait qu'on avait bouché une petite branche au bout de la circonflexe qu'on n'avait pas vue. Les complications au point de ponction, ça c'est classique. Et puis, le deuxième risque, et ça c'est un sujet dont on parle beaucoup dans la littérature, c'est le risque thrombotique. On va boucher une fistule qui est une anomalie avec un haut débit circulant dedans, et on va la transformer en un espèce de cul-de-sac borgne, qui est assez énorme dans certains cas, où le sang va stagner, où l'endothélium n'a probablement pas ce qu'il était normalement, et il y a très certainement, c'est une condition à la formation de thrombose. Et il semblerait que ce risque soit plus important dans les fistules dites de type B, ce qu'on peut comprendre, puisque la dilatation anévrismale intéresse l'ensemble de l'artère qui va jusqu'à l'abouchement, qui est très distal. Là, c'est un petit peu ce que j'ai retrouvé dans la littérature. Il y a quand même pas mal il n'y a pas énormément de cas publiés. Il y a des cas isolés qui sont beaucoup post-chirurgicaux. Il y a 2 cas qui ont été publiés après embolisation. Il y a une série récente j'ai oublié d'où c'était, bon, enfin peu importe, qui rapporte sur 12 cas 3 épisodes de thrombose, une immédiate et 2 plus tardives, chez des malades qui avaient des grosses fistules plutôt de type B avec un abouchement distal. Et puis il y a l'expérience de Boston qui a été publiée en 2010, je crois. Pardon, vous m'entendez quand même? Parce que j'ai enlevé le micro.
sur 74 patients. Alors, leur papier est un peu curieux parce qu'il mélange un peu tout. Sur les 74, il y en a 44 qui étaient embolisés, 20 opérés, 12 qui avaient été traités médicalement. Et après, je n'ai pas réussi vraiment à comprendre quels patients avaient fait des accidents thrombotiques. Mais bon, quoi qu'il en soit, ils ont 15% sur un follow-up très long d'accidents considérés comme probablement favorisés par la thrombose, avec des infarctus, je crois qu'il y en a une dizaine, et des patients qui présentent de l'angor. Et comme facteur prédictif, pour eux, le facteur prédictif essentiel, c'est le drainage dans le sinus coronaire et les patients qui ont des facteurs de risque. Ça pose un peu la question de savoir, chez les patients qui ont vraiment une grosse dilatation du trajet fistuleux, s'il faut ou non les laisser sous anticoagulants, et peut-être un peu plus à long terme que ce qu'on dit actuellement. Bon, je n'ai pas de réponse, je ne sais pas, et je pense que ça fait partie des discussions. Je ne sais plus. Ça marche comme ça. Voilà, ça c'était juste pour vous donner un exemple qui va peut-être tempérer un peu les choses, enfin, dans un sens ou dans l'autre. Notre expérience, on l'a rapporté sur une série de 23 patients qui ont été suivis pendant 12 mois, 19 embolisations, 4 chirurgies, il y a un infarctus dont parlait Jérôme. Il n'y a eu aucun accident à long terme. Et puis, plus récemment, il y a eu une fermeture de cette fistule chez un patient de 45 ans, très grosse fistule, plutôt de type A, je dirais, enfin A ou un peu intermédiaire, mais elle est plutôt la partie moyenne de la coronaire droite, hein, tout le reste est quand même de calibre normal, qui s'est bien passé avec un occludeur, je ne sais plus lequel. Bon résultat, et puis on vient d'apprendre qu'il est mort subitement, 4 ans après. Donc ça amène à se poser des questions. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais il y a quand même un doute sur le fait qu'il a fait un épisode coronarien aigu, peut-être thrombotique. Voilà, en conclusion, je crois que je ne vais pas me répéter, hein, on a à peu près tout dit. Les coronaro-bronchiques, qu'on les traite s'ils crachent du sang. Les coronaro-pulmonaires, on les traite, on a bien démontré qu'ils étaient entre guillemets ischémiques. Et les coronaro-camérales, on a quand même tendance à la traiter quand la coronaire est énorme, et surtout si elle est mal tolérée. Je vous remercie. Ah pardon, je l'ai fermé. Bravo, parce qu'on a réussi à respecter le timing. Oui, allez-y, oui. Ah oui, je ne regardais pas, fallait me freiner. Bon, merci tout le monde, particulièrement ceux qui sont venus de l'étranger.